Et voilà, et on poursuit la discussion avec nos deux experts. Tout d'abord, Fabien Duris, qui est directeur de l'Observatoire de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, l'Observatoire de la consommation responsable. Monsieur Duris, bonjour. Bonjour. Et également Marie-Claude Frigon, associée chez Richter, spécialisée dans le commerce de détail. Bonjour. Bonjour. Mais d'entrée de jeu, quand vous voyez des images comme ça dans un entrepôt, est-ce que c'est rassurant plutôt que de voir les gens se piétiner dans un magasin? Est-ce que ça montre une transformation du commerce de détail, mais est-ce que ça change la donne en bout de ligne? Le secteur du commerce de détail, présentement, est en train de vivre une transformation vraiment importante de tout part, de tout côté. Donc, on aime bien voir un peu plus de calme dans des entrepôts ainsi, mais ça montre l'importance du commerce électronique qui prend de plus en plus auprès des détaillants. Pour vous, M. Duris, voir des gens consommer en ligne, est-ce que ça rend les consommateurs plus responsables ou, au contraire, ça les incite à davantage de consommation? Il y a une évolution. Si on regarde l'année dernière les chiffres du Black Friday aux États-Unis, on avait une dépense moyenne de 407 $ par Américain pour le Black Friday, dont 177 en ligne. Ça représentait 43% à peu près du panier moyen au Black Friday. C'est une augmentation de 3 points par rapport à l'année précédente. Donc chaque année, on voit forcément la part des dépenses au Black Friday via le commerce électronique augmenter. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a une consommation plus responsable qui se fait via le commerce électronique, mais ça permet au moins de diminuer les phénomènes de masse qu'on peut voir et les problématiques qu'on peut voir dans les magasins. Ça permet peut-être aussi une consommation un peu plus réfléchie parce que via le commerce électronique, on peut chercher de l'information. Bon, c'est quand même différent. Il n'y a pas cette surexcitation qu'on peut retrouver dans les magasins. Mais est-ce que ça peut rendre les consommateurs un peu plus impulsifs parce que tout est achetable au bout d'un clic? En tout cas, moi, mon conjoint, il achète beaucoup plus maintenant qu'il y a un mobile puis qu'il y a une application. Mais est-ce que vous dites que ça peut rendre les gens plus responsables parce qu'ils peuvent réfléchir et magasiner en regardant différents produits? Mais en termes de nombre de clics, est-ce que ça peut les rendre encore plus consommateurs? Moi, personnellement, je crois que les gens qu'on voit qui font des courses ainsi, ils ont déjà fait leur recherche chez eux tranquillement, au bout de clic. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ne réagissent pas aux ventes qui sont là. C'est qu'ils savent très bien les produits qu'ils viennent chercher. Et c'est pour ça qu'ils se dépêchent. Ils savent exactement dans quelle allée aller les chercher. Donc, je ne crois pas, non. Effectivement, je crois qu'ils ont déjà l'information. Souvent du repérage. Généralement, Black Friday, il y a des stratégies de repérage dans les commerces de détail la veille, pour savoir exactement où se positionner dans le magasin. Donc, il y a plein de stratégies qui sont faites généralement par ces personnes-là pour aller chercher les meilleures aubaines. Mais c'est sûr que malheureusement, c'est pas la journée de la réflexion majeure sur le bien consommé, c'est évident. Ça, c'est pas la meilleure journée de l'année. Madame Frigon, on le voit au Québec, de plus en plus, les détaillants s'ajustent pour faire un vendredi fou. À quoi ça risque de ressembler cette année, les ventes pour cette longue fin de semaine? En parlant aux détaillants, de nos détaillants, ce qu'on pense, c'est que ça va continuer à être un phénomène de plus en plus important au fil des années. Parce que ne pas réagir au Black Friday, ce serait de s'ouvrir à des pertes et de ne pas avoir les ventes qu'on peut atteindre. Comme on l'a déjà mentionné, il y a des budgets assez minimes. On est dans le Conseil québécois l'a montré dans leur sondage. C'est une baisse de 15 $ que les gens prévoient dépenser. C'est le plus bas depuis 10 ans. Donc, on compétitionne beaucoup pour les dollars de chaque consommateur. Donc, c'est ça, je crois que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus. Et on avait un certain retard au niveau du commerce électronique, au niveau du Québec et du Canada. Et de plus en plus, les petits détaillants maintenant, de plus en plus accès à des offres de services pour pouvoir offrir des sites transactionnels aussi. Donc, je pense que le commerce électronique et le Black Friday, de manière générale, va continuer à prendre de l'ampleur. À un point où ça pourrait être un événement plus important que le Boxing Day? C'est la question que tous les gens me posent. C'est assez différent parce que ce qui se passe, c'est habituellement par la période des fêtes, qui est une période importante pour tous. Les ventes commencent en novembre. Il y a quelques années, à des marges un petit peu plus intéressantes. Puis plus on s'approche de Noël, plus on faisait des escomptes. Mais les consommateurs couraient le risque en attendant de ne pas avoir le produit. Il pouvait être tout vendu, donc on ne l'avait pas.
à la fin novembre, presque tous les détaillants ont en magasin l'inventaire qu'ils devraient vendre pour la période des fêtes. Donc, les consommateurs ont moins de risques. Et habituellement, comme ce sont des bonnes aubaines, parce qu'on compétitionne avec les États-Unis et en fait avec le monde, je crois que ça va devenir... Moi, je pense qu'à un certain moment, ça va devenir aussi important. Pour vous, est-ce que ça peut être plus réfléchi, faire les ventes les plus intéressantes avant les fêtes? Peut-être comme ça, on est sûr d'offrir un cadeau réfléchi pour le temps des fêtes, alors que peut-être après les fêtes, on magasine peut-être plus un rabais qu'un cadeau pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Déjà, d'après les études, il y a 6 consommateurs sur 10, ainsi que sur 10, qui vont réaliser les empleintes de Noël avant le 1er décembre. Donc déjà, c'est une grosse majorité qui vont faire ça avant le 1er décembre. Donc c'est évident que les détaillants canadiens n'ont pas vraiment le choix de répondre au Black Friday américain. On n'a pas assez de chiffres encore sur savoir quelles sont les dépenses des Canadiens le jour du Black Friday aux États-Unis, mais on sait qu'il y a plus de 20 milliards de dollars dans l'année qui sont dépensés par les Canadiens aux États-Unis. Savoir exactement la fin de semaine du Black Friday combien les Québécois ou les Canadiens vont dépenser sur les plateformes en ligne ou directement aux États-Unis, mais on sait qu'il y en a quand même beaucoup qui vont faire directement des achats au Black Friday américain. Nous, chez Victor, on fait un sondage hebdomadaire des ventes comparables à chaque année, de semaine en semaine, et on a noté l'année passée une augmentation vraiment fulgurante des ventes pour la période du Black Friday, du Cyber Monday. Puis ce qu'on a vu, malheureusement, puisque le secteur des commerces de détail n'est pas en croissance, c'est que c'était vraiment un déplacement de vente. Alors, on a vu une croissance très forte durant ce week-end-là, mais des ventes comparables négatives jusqu'à Boxing Week, où est-ce que là, ça reprenait. Donc, laissons les statistiques entrer, mais du moins, on a parlé à Sébastien Lavoie, qui est économiste à la Banque Laurentienne, qui, lui, du côté américain, il s'attend à ce que cette année, ça soit vraiment une année exceptionnelle. On peut l'écouter. 2014 est une année qui va être exceptionnelle selon nos analyses chez nous à Valeur Mobilière Banque Laurentienne, car le prix de l'essence baisse, le ratio de la dette des Américains diminue. Le poids de la dette contre les taux d'intérêt sont bas, et que l'énergie est faible également. La confiance est de retour, c'est très important, parce que si on a des emplois, c'est bien, mais il faut la confiance en plus pour dépenser. Donc ces 3 éléments-là qu'on a vus ensemble, on les a pas vus depuis 1997. Parce qu'on ne savait pas trop si on allait avoir un emploi, les perspectives n'étaient pas aussi reluisantes. Mais maintenant, il y a quelques cents de ces dollars-là qu'on peut dépenser dès maintenant d'ici la fin de l'année 2014, voire même 2015. Donc, le momentum américain est très, 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 très bon. Madame Rigon, les 3 conditions parfaites dont parlait M. Lavoie, on ne les retrouve pas ici parce que notre commerce de détail traîne de la patte, comme vous disiez. Oui, tout à fait. On ne peut pas nécessairement dire que la confiance des consommateurs est revenue. Non, je pense que le consommateur est encore très prudent. Par contre, ce qui nous aide cette année, c'est le taux de change du dollar. Je lisais récemment qu'il y a moins de Canadiens qui prévoient aller aux États-Unis physiquement pour magasiner. La plupart vont le faire en ligne. Donc ça devrait nous aider aussi. Mais on n'est pas encore rendu à atteindre ces 3 critères qu'il a mentionnés. Non, pas encore ici. Monsieur Duret, vous parliez de cette conscience locale. D'ailleurs, je crois que le groupe Page Jaune qui s'est associé à différents commerçants locaux, justement pour un peu faire contrepoids à cette frénésie des grandes surfaces. D'abord, peut-être quoi penser de ce mouvement-là? Il y a une transformation complète. On a diffusé mercredi le baromètre 2014 de la consommation responsable qu'on diffuse chaque année. C'est évident qu'ici, on est dans un contexte spécifique. Les études du Conseil Québec Commerce de détail le démontrent qu'il y a une baisse de la confiance, il y a une problématique de modernisation des détaillants. Il y a aussi que les Québécois ne veulent plus consommer de manière traditionnelle. Ils ne veulent plus... Il y a ce désir d'aller vers une autre façon de consommer, vers des consommations plus alternatives, la consommation de seconde main, le rapprochement vers le commerce local. Mais quand on parle du commerce local, c'est le vrai commerce local. C'est-à-dire c'est une offre de produits locaux. Et on ne parle pas juste de l'alimentation locale, on parle de tout ce qui est les meubles, les vêtements, etc. Donc, il y a tout ce désir-là. Et il y a ce désir-là, on le voit aussi dans les 5 dernières années, nous, dans le baromètre, les 2 phénomènes qui progressent le plus, c'est la consommation locale, mais c'est aussi ce qu'on appelle la déconsommation. Donc, les consommateurs québécois, ils consomment moins et ils veulent consommer mieux. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est, via la déconsommation, le fait maison, le seconde main. C'est-à-dire, je vais passer par l'occasion, je vais passer par les plateformes d'échange en ligne, telles Kijiji. J'ai plus forcément besoin d'aller acheter du neuf. C'est ce que nous montrent les Québécois. J'ai plus forcément besoin d'aller dans des commerces traditionnels acheter des produits neufs parce que je peux aller en acheter des moins chers sur des plateformes en ligne d'occasion. Donc, je pense que
À l'heure actuelle, les détaillants sont en retard sur les phénomènes et sur les nouvelles tendances de consommation ici, alors qu'il y a des détaillants, surtout en Europe, ont déjà pris ce virage-là et ont modernisé leur offre. Il y a ce problème-là aujourd'hui et comme le mentionnais, on est extrêmement en retard sur tout ce qui est le commerce électronique. Donc déjà, tout le phénomène de consommation collaborative, les détaillants, déjà qui sont même pas en ligne, déjà que 1 sur 2 n'a même pas de site web, ils n'ont pas de site de transaction en ligne, ils sont très très loin du commerce et de la consommation collaborative et de proposer, je dirais, aux Québécois une autre façon de consommer avec eux. L'achat local, vous, est-ce que vous les comptabilisez, les achats locaux, est-ce que vous les comptabilisez? On ne les comptabilise pas comme ça. On en parle souvent aux détaillants et je suis d'accord avec ce que dit mon collègue ici. C'est que c'est un critère, mais qui n'est pas encore très développé, pas très offert par les détaillants. Et je crois que présentement, comme on est encore dans une atmosphère où la confiance n'est pas très haute, on a un budget assez spécifique. La question prix est encore celle qui va primer. Donc, si on est capable de faire des rabais, on peut faire plus de cadeaux, on peut aller chercher plus de choses. Je pense qu'on est encore dans cette optique-là. Peut-être à ce que l'économie, lorsque l'économie va aller un peu mieux, je crois que cet impact-là va devenir de plus en plus important. Mais dans ce moment-ci, l'offre n'est pas vraiment là et on cherche vraiment à essayer d'attirer, de créer l'expérience du consommateur qui couvre plusieurs choses, que ce soit en site transactionnel ou en magasin. L'élément qu'on parle en serait un des éléments de cette expérience de magasinage-là. Vous disiez que les commerçants québécois ont du retard par rapport à leur plateforme web. Vous diriez quoi, 1 an, 2 ans en retard par rapport à ce qui se fait aux États-Unis ou dans le reste du Canada? On est assez loin sur les plateformes marchandes, sur les systèmes de paiement et puis surtout même sur la relation qu'il y a avec le consommateur et même sur l'expérience. Après, si on s'en va au-delà du transactionnel, sur l'expérience de consommation en magasin, on est très en retard de modèles européens, de modèles asiatiques, l'expérience de consommation et même et c'est surtout aussi sur les innovations technologiques d'expérience client en magasin. On est extrêmement en retard. Toutes les nouvelles technologies qui sont utilisées, l'iBeacon, les RFID, tout ce qui est utilisé dans plein de pays pour personnaliser la relation, donner de l'information, faciliter le système de paiement, etc., qu'attendent les consommateurs. On est extrêmement en retard ici au Québec. Donc, je dirais que oui, que le commerce de détail doit se poser des questions et doit se demander qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous, on le voit dans nos études, mais les consommateurs, ils se détournent vers des consommations alternatives parce qu'ils se disent, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer par le système traditionnel? Plus forcément. Je peux me débrouiller par moi-même, aller vers des consommations alternatives. Si on revient au... Oui. Non, je voulais seulement dire, il y a quand même une lueur d'espoir parce que je crois que la grandeur des détaillants, peut-être au Canada, est de taille plus petite. Et un des problématiques qu'on avait, les détaillants reconnaissaient le besoin d'être sur le site, mais n'avaient pas nécessairement les moyens pour y arriver. Alors que maintenant, ce que je parlais, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés informatiques qui leur offrent des plateformes pour des coûts beaucoup moindres, qui sont basées sur les ventes qui sont effectuées sur ces plateformes-là. Donc, ça commence à s'ouvrir, mais je suis entièrement d'accord. On est maintenant juste à être sur le commerce transactionnel. Alors, on n'a même pas touché encore tout ce qui s'appelle relations et expérience de client du consommateur. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi. Vous dites un coût qui est en fonction des ventes réalisées. Ça veut dire qu'en tant que commerçant, si finalement je ne fais pas beaucoup de ventes sur Internet, finalement, on ne me chargera pas beaucoup, c'est ça? Non, c'est au lieu de dépenser un budget de 100 000 ou 200 000 pour se créer un site web nous-mêmes avec l'ordre d'un consultant, eux, ils ont des plateformes qui nous louent pour un prix assez modique. Et la manière qu'on les paie, c'est combien de ventes se fait sur le site transactionnel. Donc, au lieu d'avoir un déboursé énorme pour les détaillants au début, on le paye au fur et à mesure qu'on a des ventes. Donc, pour l'encaisse ou les flux de trésorerie, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour eux de gérer cette partie-là. D'accord. Marie-Claude Frigon, Fabien Durif, je vous garde le temps d'une pause commerciale. On revient tout de suite dans 2 minutes pour savoir si ce sont vraiment les meilleurs prix que l'on peut trouver en cette journée du vendredi. Si la vie était parfaite, il ne se passerait rien. Mais la vie est remplie d'imprévus. Le sauvetage une congestion complète. La dévastation est à couper le souffle. Ce qui nous donne la force de nous dépasser et de devenir des héros, chacun à notre façon. Et nous sommes fiers de vous rejoindre partout au Québec. La vie n'arrête jamais de nous surprendre. TVA Nouvelle. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles? Premier sur la nouvelle. Entrez dans l'œil du premier trio pour voir ce que les autres ne voient pas.
pour voir au-delà du jeu, pour capter l'intensité à chaque instant. Pour le meilleur point de vue, entrez dans l'œil du premier trio, du lundi au vendredi, 18h, sur TVA Sport. Ce soir, dès 22h, vous avez le choix. Sur la chaîne Moins Compagnie, le sexe selon les sexes. Surprise 2, Annie et ses hommes. Et sur Addict TV, Breaking Bad, le chimiste. Ce soir, dès 22h. Le véritable plaisir de conduire n'obéit pas à un ensemble de conventions. Il est animé par la passion. C'est l'attention portée aux moindres détails, afin que l'acier, la fibre de carbone et le caoutchouc fusionnent pour injecter une dose d'adrénaline. Né sur la piste et inspiré de la course. Déployant 467 chevaux, voici le tout nouveau coupé RCF de Lexus. Cette semaine à JE, de l'abattoir à votre assiette. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? JE Saint-Filtre, où vous n'êtes pas les bienvenus. On s'en tout de suite. On peut pas filmer à l'intérieur? Non, sir. Vendredi, 21h, sur Argent. Harry Potter! Ça fait si longtemps! Ils arrivent. L'histoire se termine. Qu'est-ce que c'est? Les reliques de la mort. Le dernier chapitre commence demain soir, 18h30. Une présentation de Jean Coutu et de Sac Magique. Ah, c'est toujours agréable de se faire ovulationner comme ça. Ah, ça rappelle le feeling que tu ressens quand ce que tu le mets dedans. C'est là que tu vois que quand on est ensemble, nos quotients intellectuels se soustraient, nous autres. Des ingénieurs. C'est clair que l'inventeur du billard, il était célibataire, hein? Juste le vocabulaire. Des poches, des boules, une queue, des grosses, des petites. Les filles qui jouent au tennis ici, là, j'ai regardé l'autre jour. Je ferme ma télé, là, les voisins pensaient que c'était un film porno. Je veux que des gags sur le sport. Juste pour rire, le sport, lundi 21h. De retour à l'émission à la une, vous venez de voir des images de grand civisme au Walmart, dans un Walmart aux États-Unis. Madame Frigon, Monsieur Durieff, on voit pas ça ici, les gens se battre pour des téléviseurs. On n'est pas rendu là. On espère qu'on le verra pas non plus, mais on n'est pas à l'abri de cela, c'est sûr. Mais est-ce donc dire qu'on n'a pas encore les meilleurs prix possibles cette journée-là, si on voit pas des gens se battre comme aux États-Unis? Je crois que maintenant, peut-être que les détaillants, quelquefois, au début, ont essayé de faire des faux rabais, mais on revient toujours avec l'information que les consommateurs ont entre leurs mains. Donc, s'il n'y a pas de vrais rabais, les consommateurs sont assez intelligents pour aller chercher les vrais rabais où ils sont. Donc, les détaillants n'ont pas à gagner en essayant d'attirer les gens en n'ayant pas des rabais qui valent vraiment la peine pendant ce week-end-là, ou ils vont perdre tout simplement la vente. Est-ce que les détaillants doivent user d'imagination pour justement attirer le client, peut-être avec un ou deux items cette journée-là, quitte à ce que les autres produits soient moins alléchants, mais est-ce qu'il y a des stratégies marketing qui se font à ce niveau-là pour attirer le consommateur en magasin ou en ligne? Avec l'expérience, avec l'ampleur que ce phénomène-là prend, de plus en plus de temps est placé par les détaillants pour déterminer leur stratégie, comment attirer le détaillant. Je crois que c'est plus qu'un ou deux produits, par contre, qui est en vente, ou n'avoir que quelques-uns, puisque, comme je le répète, le consommateur va chercher, habituellement fait son magasinage avant de rentrer au magasin, il sait exactement ce qu'il veut avoir, ce qu'il y est. Donc, c'est vraiment d'offrir des rabais qui sont intéressants par rapport à ce qu'il retrouve normalement. On voit souvent des produits électroniques, mais le Black Friday, est-ce qu'on peut l'associer à d'autres types de produits, pas seulement l'électronique? Est-ce qu'on vise d'autres objets? Ouais, c'est beaucoup l'électronique, les jouets pour enfants, qui vont être beaucoup utilisés chez Walmart, etc. Articles sportifs, c'est ça qui vont être le plus, ce qu'on va beaucoup retrouver
généralement parce que ça va être les magasins comme Walmart, les Amazon aussi au niveau électronique, qui sont au commerce électronique, qui sont beaucoup utilisés. Et forcément, tous les magasins électroniques, les Fuse Shop, les Best Buy, qui sont généralement les plus dévalisés. Hein. C'est à peu près ça qu'on va voir les consommateurs se battre. Puis, et sportifs. Ce matin à Montréal, on voyait uniquement à peu près chez Future Shop, Foot Locker, des genres de magasins comme ça où il y avait des line-up devant les magasins. Ça reste les produits préférés, je dirais, des consommateurs pour les soldes. Les produits préférés, il est plus facile à comparer puisqu'on sait exactement ce que c'est comme produit, alors que pour le vêtement, c'est peut-être un peu moins facile de pouvoir faire des comparaisons. Par contre, je peux vous dire que dans notre clientèle qui ne couvre pas que des produits, il y a des vêtements, il y a de la lingerie, de tout ça. Tous mes détaillants, sans exception, voient une augmentation de leur vente pendant cette période-là. Donc, ça commence à toucher plusieurs secteurs. Pas aussi fort que les secteurs mentionnés ici, mais ça commence à toucher vraiment tous les secteurs. Et si on revient aux produits électroniques, je veux dire, tout le monde, on connaît tous... Tous les magasins vendent approximativement les mêmes produits, ont toutes les mêmes tablettes Samsung ou les mêmes tablettes Apple ou les ordinateurs Asus. Donc, quelque part, comment un commerçant fait pour se démarquer puisque tout le monde offre à peu près le même produit? C'est une très bonne question. Et lorsqu'on parle à nos détaillants, on dit tout le temps qu'il y a vraiment deux manières d'approcher le public. C'est soit le prix. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de service, on parle vraiment de prix. Et quand c'est dans ce cas-là, mais on est en compétition sur celui qui va vendre le plus bas. Sinon, ça vient avec l'expérience client. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus de valeur. Mais pour les produits vraiment technologiques, s'il n'y a pas de conseil, ce serait le conseil pour aider le consommateur ou des choses comme ça qui pourraient faire la différence dans certains cas. Pour une expérience client agréable en cette journée du vendredi, vos suggestions? Ben, ça reste difficile. Hein. Le consommateur va chercher le prix le plus bas, ça c'est évident. C'est vraiment ça qu'il va rechercher. Mais c'est sûr que via le commerce électronique, c'est pour le consommateur, ça reste quand même une facilité aussi. Au niveau de l'expérience de consommation, ça reste quand même assez agréable. Puis regardez, mais c'est sûr qu'au niveau de la consommation responsable, on espère qu'il y a des détaillants qui vont proposer des gammes de produits éco-responsables aussi en même temps. Dans ces offres promotionnelles, il pourrait y avoir ces intérêts-là, parce que dans les produits technologiques, il y a des produits éco-conçus, il y a des produits certifiés éco-responsables. Mettre en avant des gammes plus éco-responsables à l'intérieur du Black Friday. Fabien Durif, Marie-Claude Frigon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.